Je sais pas à quel point je peux miner le terrain pour pas du tout dévoiler le truc. En fait, il y a des types de lieux qu'on peut fréquenter. On dirait vraiment que je parle de fesses. Oui, c'est bizarre. Mais, Des types mais de vas-y, lieux continue. Je t'arrêterai si ça va pas. dont des gens sont très clients. Plus ça va, moins je me définis comme journaliste, Oui. mais plus je définis ce que je fais comme étant du journalisme. Et ça me permet en fait tout simplement de ne pas me résumer à une casquette professionnelle. Oui. Parce que j'aime bien chahuter un petit peu l'approche respectable, l'école de journalisme, qui pense qu'on a l'objectivité journalistique, la neutralité, qui sont des choses auxquelles non seulement je ne crois pas, mais qu'en plus sur lesquelles j'ai des sources qui documentent que ça n'existe pas, quoi. Bonjour, je suis Isabelle, médiatrice culturelle et artiste à mes heures. Tu écoutes la rubrique Bouche à oreille du podcast L'entrée des coulisses. Mon podcast fonctionne comme un bouche à oreille pour soutenir la diversité artistique et te présenter des artistes méconnus et talentueux. Dans cette rubrique, une personne comme toi partage son coup de cœur, celui qui a marqué sa vie. Si, carrément. Ce mini-épisode te fera patienter jusqu'à l'épisode long format dans lequel j'invite un ou une artiste pour une interview intimiste. Allez, qui nous ouvre un petit bout de son cœur là maintenant ? Dans cet épisode, vous allez plonger dans l'ambiance du Nuage Café. Le Nuage Café, c'est un lieu de coworking au cœur du quartier latin, tout mignon, tout cosy, mais sans aucun espace fermé, et je ne le savais pas. C'est donc avec un léger fond de brouhaha en arrière-plan que s'est déroulé mon échange avec Mathis Grosso. Mathis, c'est le créateur du podcast Dramatis. Je le suis sur les réseaux depuis un bon moment, j'adore son humour et surtout la pertinence de ses propos et son regard sur le spectacle vivant et la culture en général. Alors quand il a accepté mon invitation, j'étais plutôt très contente. Le choix de Mathis a complètement rendu mes questions habituelles pour la rubrique bouche à oreille complètement caduques. Mais bon, un peu d'inattendu, ça fait pas de mal. Et du coup, cela nous donne un épisode entre bouche à oreille et mini-interview. Ce jour-là, Mathis présentait encore les légères traces dues à sa chute de vélo. Il était aussi grand que je me l'imaginais, avec le même humour dont il ponctue ses vidéos et son podcast. Alors après quelques plaisanteries, un ravitaillement en boissons et en gâteaux, nous avons papoté de son choix artistique, assez étonnant au final, mais aussi de son parcours, de sa vision du spectacle vivant, de son positionnement militant et de bien d'autres choses encore. Je vous laisse donc rencontrer Mathis. Bonne écoute. Bonjour Mathis. Salut. Écoute, moi je suis vraiment super contente de te recevoir au micro de l'entrée des coulisses, surtout dans cet endroit. Pour les oreilles qui nous écoutent, on va leur raconter un peu où on se trouve. Absolument. On se trouve dans un nuage. Oui, en quelque sorte, oui. Un café. Un café-nuage. Voilà, c'est le Nuage Café. Dans une petite pièce, pas si isolée que ça, mais où il faut être de petite taille. Hein. Ouais, c'est un peu le Hobbit en termes d'imaginaire. On voilà, est un petit peu sur penchez-vous en rentrant, quoi. Voilà, mais on s'en sort. On s'en sort. On ne sait pas encore, on verra si on en sort. Voilà, c'est ça, oui, déjà, c'est ça. Là, on a essayé de se recroqueviller dans un coin, mais voilà, on va bien voir si on s'en sort. Petit tour de dos et voilà, ça repart. Bon, écoute, là, c'est ton bouche à oreille à toi. Et donc, tu vas nous parler d'un artiste ou d'une œuvre ou d'un collectif d'artistes, peu importe. Et on va découvrir ça avec toi. Alors déjà, première question, cet artiste, je ne sais pas encore de qui tu vas nous parler, moi je ne suis pas dans la confidence, Cet artiste dont tu vas nous parler, comment tu as fait sa connaissance? Comment tu es tombé dessus? Alors, je dirais que c'est un espèce de vivier d'artistes plus qu'un artiste en lui-même. Ok. Et c'est quelque chose dont j'ai entendu parler par un ancien collègue de travail.
je sais pas à quel point je peux miner le terrain pour pas du tout dévoiler le truc. Ça qui est drôle, c'est que je vais trop en dire si je commence à répondre aux questions. En fait, il y a des types de lieux qu'on peut fréquenter. On dirait vraiment que je parle de fesses. Oui, c'est bizarre. Mais, mais vas-y, continue. Je t'arrêterai si ça va pas. Dont des gens sont très clients. Oui. Et il se trouve que voilà, ce lieu-là en particulier est particulièrement particulier. Voilà, comme ça on le dit 3 fois, on a fait la Sainte Trinité. Donc déjà, premier indice, c'est un lieu en fait. Ouais, que tu veux nous partager. En tout cas, c'est un vivier d'artistes qui est vraiment ancré dans un lieu. Je sais que ça a eu lieu à d'autres endroits, mais aujourd'hui c'est vraiment associé à un endroit où j'ai du mal pour l'instant à dissocier l'ADN justement de ce vivier d'artistes-là, du lieu dans lequel je l'ai redécouvert en vérité, parce que la première fois que je l'ai vu, c'était en association avec un autre lieu justement, et du coup ça avait déplacé un petit peu cet univers-là, donc j'y étais progressivement entre guillemets. D'accord, donc la première fois que tu es allé dans ce lieu, c'était grâce à un collègue, c'est ça? Ouais, assez indirectement, mais c'était parce qu'il en avait parlé et que ça avait l'air intéressant, que moi-même je m'intéresse à pas mal de choses culturellement parlant, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce lieu pour que ça te donne envie d'aller pousser les portes et de le découvrir? Alors, en gros, c'est cette petite troupe vivier d'artistes, on va dire, ça fait 3 fois que j'ai l'occasion de les voir. Et du coup, c'est vrai que les 2 dernières fois, c'était dans le lieu en question. Donc, si je garde plutôt ça dans un coin de ma tête, c'est un endroit où j'ai vu beaucoup de joie, beaucoup de gravité aussi, enfin une espèce de forme de joie un peu lucide entre guillemets, en fait on est ensemble à lutter contre des trucs affreux de type Gérald Darmanin. D'accord, oui, effectivement. Voilà. Oui. Donc c'est un cauchemar. Ouais, c'est un lieu où je trouve qu'on puise vachement dans nos ressources, et il y a une forme de joie un peu militante qui en tout cas moi je trouve est assez rare dans les milieux artistiques, et qui est très revendicative, mais qui est aussi très pas forcément apaisante, parce qu'on ressort avec une énergie presque galvanisante, on va dire. Au moins on n'est pas seul dans ce merdier, quoi. Donc en fait, l'émotion que tu as ressentie quand tu as découvert ce lieu, ce collectif, ça a été peut-être un lieu où tu t'es senti parmi des gens qui te ressemblaient, qui pensaient comme toi, qui voyaient les choses comme toi? En tout cas, des gens qui ressentaient la même émotion que moi. Je pense justement des gens assez différents, et des gens qui, de prime abord, sont pas forcément des gens avec qui je serais ami ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y a plein de profils de gens différents. Mais dans le lot, c'est vrai, dans les réactions des gens à ce qu'on voyait sur scène, il y avait des émotions qui traversaient vraiment la salle, des moments de grand silence où on entendait presque des sanglots, quoi, et d'autres moments où on entendait vraiment des rires collectifs. Et c'est un lieu aussi qui a son lot de fidèles, d'habitués. Ce qui fait que du coup les gens participent beaucoup, et la frontière entre artistes et public se brouille, ce qui est moi quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord, donc si je comprends bien, je dois être très perspicace, c'est un lieu où il se passe des choses artistiques, des spectacles. Ouais, j'ai bon, ok, spectacle, ok. À qui tu conseillerais ce lieu? Si tu devais le faire découvrir à quelqu'un, est-ce que tu pourrais le faire découvrir à n'importe qui, ou est-ce que il y a des personnes plus particulièrement qui seraient plus sensibles? j'ai pas beaucoup d'amis de droite, donc j'ai pas d'amis de droite, donc voilà, ça règle le problème. Mais c'est vrai que je me disais la dernière fois, j'aimerais bien emmener ma mère, parce que je serais curieux de voir ce qu'elle en penserait, ce qu'elle ressentirait. Mes parents sont pas des gens qui ont une grosse habitude de consommation de salles de spectacle. C'est pas des grands habitués des salles de spectacle, et encore moins des théâtres typiquement. Mais c'est vrai que ma mère, parce que moi ça m'intéresse, du coup a commencé à elle beaucoup s'y intéresser aussi, et du coup à chaque fois que mes parents viennent me rendre visite à Paris, j'en profite pour faire un petit tour et l'emmener voir à chaque fois des choses différentes, et j'adapte vachement par rapport à ce qu'elle a vu avant. Et je me suis dit récemment, j'aimerais bien l'emmener dans cet endroit-là qui est vraiment assez unique. Je sais pas ce que mon père en penserait, parce que mon père il fait une espèce de truc de pudeur un peu masculine, où même quand il a bien aimé, il prend un air un peu c'était pas mal. Il y avait des trucs pas mal en général, c'est ça ce que je trouve hilarant. Par exemple, quand je leur ai montré Starmania, ma mère était sortie avec des grandes étoiles dans les yeux en disant mais c'est incroyable, c'est beau, les artistes, les lumières, j'avais jamais vu ça. Et mon père m'a dit il y a des trucs bien. T'as vu aussi Starmania, la dernière?
T'as Ouais. aimé? Ouais, bah, j'avais consacré un épisode de mon podcast Oui. Dramatis à justement cette mise en scène de Thomas Joly, avec une interview de Thomas du coup dedans, et c'est vrai que j'avais vraiment été assez subjugué. Moi je suis le travail de Thomas Joly depuis longtemps, mais c'est vrai Oui. que l'idée de le voir passer sur une scène type Zénith, parce que bon, je l'ai vu à la scène musicale, mais Ah, aussi, moi aussi. voilà, je me demandais justement ce que ça allait pouvoir donner, Oui. et c'était un défi un peu casse-gueule quand même. Donc, C'est vrai. Bon, on sort complètement de notre histoire initiale, mais c'est pas grave. Non, c'était juste pour dire que pour moi, je pense que c'est un des plus beaux spectacles, visuellement en tout cas, que j'ai pu voir. Ouais. Bah, malheureusement, moi j'ai beaucoup de concurrence de spectacles que Oui, j'ai vus bien sûr. magnifiques visuellement, mais Parce que ça toi, tu fait vas en partie voir des énormément. Bah, il y a des semaines où j'en vois 4 ou 5, Oui, voire voilà, bien 6, sûr. donc ça, Ouais, ouais. forcément, dans l'eau, je vois des choses très très bien. Pas que. Bref, on va revenir à ce fameux endroit. Si tu devais nous le décrire, il ressemble à quoi cet endroit? C'est un endroit qui, selon l'heure où on y passe, je pense, peut être peut prendre plusieurs formes, entre guillemets. Là où, par exemple, une salle de spectacle un peu traditionnelle, bon, bah voilà, il y a un public, une scène et basta. Là, c'est vrai que c'est un lieu qui peut servir à plusieurs usages, on va dire, entre guillemets. Ouais. Alors, c'est pas une salle des fêtes, mais voilà. Et puis, on a aussi, un lieu qui est très, à la fois grand et assez exigu en vérité, parce que bah, c'est très vite blindé, avec une grande mezzanine qui fait un peu le tour de la salle, quoi, qui longe les murs, D'accord. et qui permet en gros de regarder en contrebas. Voilà, on est nombreux à être attablés, accoudés à des barrières, etc. On n'est pas forcément très bien assis, mais c'est pas très grave. Oui. Est-ce qu'il y a un spectacle là-bas que tu as particulièrement aimé, qui t'a particulièrement marqué? Ouais, bah c'est vraiment ce que j'associe à ce lieu-là, même s'il programme d'autres choses par ailleurs. Quand je dis un lieu, c'est vraiment genre, je pense à ce truc-là. Je fais vraiment très attention de ne pas balancer des mots-clés. Hein, mais... Exactement. Tu parlais d'un collectif. Est-ce que tu as eu l'occasion de les rencontrer, de discuter avec eux, d'échanger avec eux? On a échangé un petit peu en ligne pour beaucoup. J'étais censé prendre un verre avec une des artistes qui a été programmée là récemment, mais ça s'est annulé parce que la vie me roule dessus en ce moment. Mais du coup, ouais, en fait, il y a un espèce de noyau dur avec des personnes qui sont là et qui tiennent vraiment, par leur identité d'ailleurs, ont vachement influencé le lieu et ce qu'il est et du coup le spectacle que j'y ai vu. Mais il y a aussi des personnes toujours un peu surprenantes qui sont conviées et qui viennent d'univers très différents et qui donnent du coup à ce lieu une définition différente et à cette troupe aussi une définition différente. Je compte bientôt en parler dans mon podcast aussi en disant qu'en fait chaque fois que j'y vais je me dis waouh, le grand écart est prolongé d'1 centimètre quoi. C'est toujours assez hallucinant et en plus on pourrait se dire du coup on a l'impression d'avoir un espèce de gros medley de plein de choses qui vont pas forcément ensemble. Et finalement, on trouve toujours une forme de cohérence. Il y a comme un thème qui se dégage de tout ça chaque mois. Et selon les artistes invités, évidemment, ça varie. Il y a des fois que j'adhère moins. Mais, Ils sont des artistes invités aussi. Exactement. Ils ne jouent pas que leur propre spectacle. C'est ça. Intéressant. C'est ça. C'est des spectacles dans un spectacle, en gros. Ok. Ce lieu a l'air hyper intriguant en fait. Très intriguant. Je fais bien mon travail. Et en fait, je vais même te dire une chose. Comme tu es parti sur un lieu, et que j'ai accepté que tu parles d'un lieu, c'est pas le problème. Mais du coup, toutes les questions que j'ai d'habitude ne coïncident pas pour un lieu. Ah mince. Mais c'est pas grave, on va pourrait s'en dire sortir. un groupe d'artistes plus qu'un lieu ouais, encore. Un groupe d'artistes. C'est plutôt les gens qui l'habitent ce lieu que le lieu en lui-même. Parce que, encore une fois, ce groupe d'artistes, je l'ai vu ailleurs et je sais que historiquement, ils ont proposé ce que moi j'ai vu dans d'autres lieux avant. Donc c'est plus que dans l'idée de doudou, c'est vrai qu'il y a ce truc de je retourne à tel endroit. Ok. Oui, c'est ça. Justement, tout à l'heure, je ne me suis pas attardée là-dessus, mais lieu doudou, tu y retournes souvent. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée de lieu doudou? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait quand tu y vas? Alors, je suis une personne un peu productiviste, un peu utilitariste même dans tout ce que je fais dans la vie en général. J'ai tendance à vouloir vachement rentabiliser les choses. Je sais c'est mal, c'est capitaliste, mais on se refait pas. Et du coup j'ai un peu le même rapport parfois au spectacle
où en fait quand je vais voir des spectacles, quand je vais voir des films, comme tout ça, ça peut être matière à ce que je crée du contenu derrière sur les réseaux sociaux, je réfléchis à quoi ça va me servir entre guillemets. Et ça fait que j'y arrive, mais j'ai du mal, et j'ai ma meilleure amie qui me soigne là-dessus, à re-regarder des choses, à revoir des spectacles, à retrouver... Alors, retrouver des artistes, c'est différent parce que quand on voit sur un spectacle différent, c'est pas la même chose. On suit quelque chose d'autre, un nouveau volet, entre guillemets, à cette espèce de tableau qui développe, quoi. Et là, ce lieu, il y a des choses qui restent identiques et qui font que du coup, ça devient un espèce de doudou, un espèce de repère. Et là, tout d'un coup, je prends plaisir à retrouver quelque chose. Alors même que bon, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui changent, sinon je reviendrai pas. Mais c'est vrai que j'ai du mal à voir 2 fois un même spectacle. Avec les films, j'y arrive un peu plus. Mais c'est vraiment dans un truc de lâcher prise et de moments de partage avec ma meilleure amie, je le fais jamais tout seul, quoi. Genre, Ah, d'accord. même malade, je regarde jamais ou quasiment jamais un film. Seul. Ouais, ça m'arrive très rarement. Et ce lieu-là, pour le coup, j'y suis retourné plusieurs fois seul, parce que selon les invités qu'ils ont en disponibilité aussi, même si j'avoue que j'ai plaisir à y retourner pour le partager avec des gens différents et leur dire « Regarde, t'as vu, c'est super !» Voilà. Écoute Mathis, moi je pense qu'à ce stade-là, moi j'y tiens plus, moi j'ai envie de savoir ce que c'est. Donc, ce lieu, ce collectif dont tu nous parles, c'est... C'est le Cabaret de Poussière. Le Cabaret de Poussière est un des grands cabarets parisiens, pas si vieux que ça en vérité, je crois que ça date de 2017 si je dis pas de bêtises, et c'est très associé aux Zèbres de Belleville. D'accord. Et donc c'est porté par Martin Dost, qui est donc le meneur de revue, donc qui de A à Z permet vraiment à toute cette entité d'avoir une vraie cohérence artistique, mais par ailleurs en fait se permettre d'inviter des gens qui viennent, sur la dernière date que j'ai vue par exemple, il y avait Cindy Poche qui est une artiste musique, qui sort des albums, etc. Il y avait Mao Drama qui est une stand-upeuse qu'on peut voir dans Quotidien, animer une chronique, qui a été sur France Inter aussi. Et puis il y avait aussi une drag queen qui s'appelle Tounames, que j'aime beaucoup. Et voilà, en mélanger ces 3 entités-là, on se dit en soi, ça va donner des numéros très différents les uns des autres. Et en fait, oui, et en même temps, déjà on les voit collaborer, et il y a un espèce de grand message derrière tout ça qui transparaît, et que je trouve vraiment assez brillant. Et il y a cet aspect du cabaret qui, moi, me manque parfois dans le théâtre, à savoir ce ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il crée vraiment un spectacle différent chaque mois, selon l'actualité, selon ce sur quoi il décide de rebondir, et selon les artistes qui sont conviés. Et du coup, il y a un truc un petit peu caméléon là-dedans qui je pense, artistiquement est très très intéressant. Et puis politiquement, évidemment, très pertinent aussi. Là où des fois, monter un spectacle de théâtre, ça peut prendre plusieurs mois, etc. Et du coup, on perd parfois en pertinence avec l'actualité. Oui. Et en spontanéité aussi. Aussi. Donc, c'est un lieu, spectacle de cabaret, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. Ok. Cabaret, en fait, ça apporte plein d'images, plein de définitions différentes suivant les personnes, suivant ce qu'on en connaît aussi du monde du spectacle. Est-ce que tu peux nous parler un peu du type de cabaret qu'on trouve dans ce lieu ? En fait, quand les gens pensent au cabaret, il y a une vision déjà très glamour, paillettes, moulin rouge. Lisa Minnelli, des choses comme ça. Exactement. Donc oui, il y a le film Cabaret, effectivement, de Bob Fosse. Il y a Moulin Rouge. Il y a le Moulin Rouge. Et en fait, il y a aussi des versions très, comment dire, un peu underground aussi du cabaret qui existe. Et donc le Cabaret de Poussière s'inscrit un peu là-dedans. Moi, je les ai découverts quand ils avaient bossé avec Madame Arthur, qui est un cabaret aussi iconique de Paris, qui donne à voir des créatures, pas forcément des drag queens, mais quelque chose qui est proche de l'univers du drag en tout cas. Et puis on a aussi chez Michou, il y a du transformisme. Voilà, donc il y a plusieurs chapelles, on va dire. On peut voir des choses avec de l'effeuillage, du striptease, etc. D'accord. Le Cabaret de Poussière, ça dépend beaucoup de qui il convie. Donc moi, j'y ai déjà vu de l'effeuillage burlesque, mais j'y ai déjà vu des numéros de stand-up, j'y ai déjà vu du cirque, j'y ai déjà vu donc là une drag queen récemment, j'y ai vu de la musique. C'est un cabaret qui est très musical, il y a un groupe avec des musiciens qui sont excellents. Et Martin Dost chante beaucoup, et chante beaucoup l'actualité, mais prend aussi beaucoup la parole très librement. Je pense que c'est aussi très écrit, ou alors il est juste brillant, je sais pas, c'est assez agaçant. Mais voilà, c'est un lieu qui catalyse plein d'univers, qui cristallise plein d'univers, et c'est assez plaisant à regarder et à écouter. Et le côté doudou tient aussi à l'affect qu'on entretient avec ces espèces de personnages récurrents, quoi. Bien sûr.
Bah écoute, ça donne bien envie d'aller le découvrir, ce fameux cabaret. Il se trouve où à Paris? Alors c'est aux Zèbres de Belleville, qui est du coup dans le 19e arrondissement. Et donc c'est un lieu avec un zèbre immense en fond de scène. Et en gros, ouais, ça ressemble vraiment à une auberge. Enfin, en fait, je crois que cabaret, l'idée de base, c'est avoir un spectacle pendant le dîner, quoi. Ok. Aujourd'hui, ça s'est parfois un peu perdu. Enfin, ou alors il y a des cabarets qui font ça, mais du coup, c'est toujours assez coûteux. Là, il y a des gens qui mangent, mais souvent les gens ils grignotent avec une pinte, quoi. Et du coup, c'est un lieu qui est très, comment dire, très libre dans son rapport du spectateur à ce qu'il voit. C'est-à-dire que non seulement on a la possibilité de réagir, mais en plus on a à tout moment on peut aller aux toilettes, on peut aller se resservir une bière, etc. C'est vivant. Ouais, c'est ça. Là où moi, c'est vrai que je suis habitué à un rapport assez religieux à ce qui se passe sur scène avec le théâtre plus classique, le quatrième mur, etc. Et un public qui aussi rappelle vachement à l'ordre les gens qui n'ont pas ces codes-là, quoi. Oui, c'est très codifié en fait. Le Exactement. spectacle, on ne se rend pas compte. Et c'est très récent aussi, historiquement. Aussi. Mais bon, on ne va pas partir là-dedans aujourd'hui. Écoute, moi déjà, je te remercie beaucoup d'avoir de nous avoir permis de découvrir ce lieu. Et j'espère que je pourrai organiser d'ailleurs une sortie dans ce lieu Je te le souhaite. avec un petit collectif d'auditeurs, d'auditrices, puisque c'est ce que j'essaye de mettre en place depuis un petit moment. Mais pour le moment, moi je voudrais qu'on passe de l'autre côté du miroir et qu'on parle un petit peu de toi et de ton activité. J'adore ça, c'est parti. Alors, on continue dans les nuages, entre claquements de portes, escaliers qui grincent et verres qui teintent. Mathis, alors moi j'ai pris quelques petites notes. Je vais sortir mes lunettes de bibliothécaire, C'est parti. qui sont un peu cracra. À tout moment, Tant dis pis. chute à tout le monde, dans toute la pièce. Je sais le faire, hein. Tu sais, j'ai fait ça pendant très très longtemps. Alors Mathis, tu es donc podcasteur, hein, Dramatis. Je mettrai aussi le lien pour les gens qui, par hasard, ne connaîtraient pas encore. Tu es journaliste culturel. Ouais. Tu es aussi compositeur. Tu es DJ à tes heures perdues. Ouais, il n'y a, C'est pas un beaucoup- petit peu- il y a pas beaucoup d'heures perdues, c'est un peu la problématique. Voilà. Mais je compose effectivement toute Tu la musique composes des aussi. Dramatis et Voilà. d'autres podcasts. J'ai vu aussi dans ton parcours que tu as donc fait Sciences Po à Lyon, Erasmus à Londres, un master de journalisme culturel et tu t'es focalisé sur le théâtre. Tu as pratiqué toi-même le théâtre? Ouais. Ouais. En fait, j'ai fait du théâtre au lycée. En fait, suite à un peu un coup de cœur que j'ai eu, vraiment le cliché de la prof de français qui vous emmène et l'élève qui a une épiphanie, bon bah c'était moi. Il y a vraiment des choses qui m'ont beaucoup parlé. Et en fait, moi je faisais déjà de la musique à ce moment-là. Et du coup, j'ai passé le pas du théâtre, ce que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt, je pense, dans ma vie. Mais bon, on se refait pas. Et puis du coup, j'ai pu faire un premier cours de théâtre assez intense. Parce que du coup, j'avais quoi, 1h30 le lundi soir et 4h le mercredi, un truc comme ça. Ah Donc oui, c'était- t'en as fait intensément du c'était- théâtre. Voilà, c'est ça. Mais c'était vraiment sur un an, sur mon année Ouais. de terminale, Mais quand même. cumulé avec des cours aussi de comédie musicale. Ah. Il faut savoir que je suis très mauvais chanteur, mais voilà. Et danseur? Oh là là. Très mauvais. Bon, ok. On Ouais, passe. disons que j'ai de l'humour. Ok. Voilà. Ça te sauvera. J'avais principalement de l'acné à l'époque et peu de talent. Et du coup, après ça, le théâtre, c'est un truc qui est resté dans mon ADN. Alors j'ai fait une prépa, donc le théâtre et beaucoup de choses ont dû passer un petit peu à la trappe, mais après j'ai essayé de reprendre un petit peu à Lyon, soit avec de l'associatif, soit avec des petites structures, etc. Mais ça n'a jamais été une idée de professionnaliser. Et par contre, j'ai commencé à devenir un spectateur de plus en plus aguerri aussi sur cette même période à Lyon et un petit peu à Londres aussi. À Lyon, je sais que j'ai cherché vraiment tous les moyens possibles, imaginables d'y aller pour pas cher parce que j'avais pas une thune. Oui. Donc faire des partenariats avec des structures. J'avais un petit théâtre où j'avais proposé d'aller tracter dans la rue en échange d'avoir des places. Enfin, on a magouillé avec ma meilleure amie. Ah oui, tu étais vraiment à fond Ouais. dans tout ce côté culturel, alors que tu disais au départ, Ouais, je sais même plus si tu le disais en off d'ailleurs, je sais plus. mais que tu viens pas d'une famille très axée sur la culture, c'est pas... Pas sur cette culture. En Pas fait, sur cette culture-là. moi j'ai un père qui écoute de la musique constamment Oui, dans sa voiture et à qui je dois énormément de découvertes et même des choses très différentes que lui-même écoute pas. Il a valorisé très tôt mon avis et celui de ma sœur en nous faisant écouter beaucoup de choses et on s'est chacun approprié différentes références.
Et ma sœur et moi, on se pose sur différents spectres de ce que mon père écoute. C'est chouette. Et on n'est pas toujours en accord d'ailleurs là-dessus. C'était un sacré débat de choisir la musique en voiture. Et c'est vrai que j'ai aussi des parents, ma mère comme mon père pour le coup, qui lisent. On lit pas du tout les mêmes choses. C'était vraiment des livres très grand public, que ce soit du Marc Lévy ou du Harlan Coben ou des choses comme ça. Mais en même temps, on a réussi à se retrouver aussi autour de certains livres qu'on s'est passés, des romans jeunesse, des trucs que j'ai partagés avec ma mère, ou plus tard des thrillers que j'ai empruntés à mon père, etc. Aujourd'hui, je lis quasiment plus des essais, donc mes parents sont un peu désœuvrés quand je leur montre ce que je lis. Mais ils se disent, mais t'as plaisir à lire ça? Ok, c'est d'autres formes de culture, mais en tout cas pour ce qui est spectacle vivant. Ouais, beaucoup de concerts et très peu de théâtre en fait. Je me souviens pas trop d'avoir été au théâtre avec mes parents, peut-être des sorties au cirque, des choses comme ça. Tu as déjà été sur scène, toi? Tu as Oui, été sur scène. Alors rien de pro du coup, mais bien sûr. Mais tous les cours que j'ai fait, en général, ont donné lieu à des représentations. D'accord. Est-ce que ça t'aide dans le regard que tu portes sur les spectacles? Oui, parce que je pense que j'ai conscience de ce que ça veut dire, de la difficulté que c'est. Je pense qu'il y a des choses où avant de les faire, malheureusement, c'est un peu difficile de se rendre compte de ce que ça implique. Et je pense que justement, les artistes qui sont très très bons donnent l'impression que c'est facile. C'est ça notamment avec le stand-up, quoi. Il suffit de se retrouver sur scène tout seul à essayer de faire rire une salle, comme ça m'est arrivé même sur des épisodes de Dramatis en live. Pour se dire, ah ouais, c'est un métier. Exact. Donc il peut y avoir des petits moments de solitude. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui encore aujourd'hui m'échappent parce que j'ai pas les compétences techniques. Par exemple, en lumière, des fois, j'ai pas idée de tout ce que ça demande en termes de technicité, de moyens, etc. quoi. Parce que j'ai pas l'approche technique. Moi, j'ai noté quand tu parlais de Dramatis, tu dis que c'est, si je me trompe pas, enfin, tu me le diras si je me trompe, je crois que j'ai dû noter quelque part que Dramatis, tu dis que c'est plutôt un podcast d'analyse plutôt que de critique. Ouais, de plus en plus en tout cas. En fait, j'ai commencé le podcast quand j'étais chez Mademoiselle, où j'étais journaliste. Et c'est vrai que le podcast était vraiment très centré sur le résultat d'un travail. Donc tu vois le résultat de 2 ans, 3 ans, ou moins que ça, souvent quand même, de travail de troupe, de théâtre. Et on regarde ça et on se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'ils ont telle ou telle esthétique, etc. Et en fait, ça m'a intéressé de faire ça, ça m'intéresse toujours de faire ça, mais j'ai eu très vite une petite frustration de comment je peux regarder le résultat de quelque chose sans m'intéresser à ce qu'il a produit, et comment en fait il y a des choses qui ne relèvent pas tant de ce que font par exemple les artistes sur scène, mais qui relèvent du lieu par exemple où ça se passe, qui relèvent des réactions du public, comment on peut analyser tout ça. Et du coup tout ça m'a poussé à gratter un peu ces questions et à m'approprier un peu des outils de sociologie, du coup de réception des publics, etc. Pour en arriver à mon podcast aujourd'hui qui pose des questions comme le théâtre a-t-il abandonné les pauvres, le théâtre est-il un truc de blanc, voilà. Des trucs où en fait ça demande beaucoup plus d'analyse que de critique finalement. Oui, c'est de voir en fait les choses dans leur globalité en fait, et pas que le résultat sur scène. Exactement. Qui est un résultat. Mais qui est une toute petite partie de nos métiers en vérité. Exactement. Et puis, moi qui ai déjà été sur scène, c'est vrai que parfois une critique peut tomber d'une manière très cruelle et qu'on a envie de dire, oui mais attendez, non mais vous n'avez pas vu les conditions techniques de la salle, mais vous n'avez pas compris tout le travail que j'ai fait avant, voilà. Enfin, bon, bref. C'est pour ça que j'essaie aussi de penser mes critiques négatives comme un retour. Exactement. En fait, comme si j'étais présent à la résidence d'un pote qui fait un truc affreux et qu'il faut trouver les moyens un peu diplomatiques de lui expliquer pourquoi moi ça me semble pas abouti, pas cohérent, que telle et telle vision sont pas forcément conciliables ou qu'en tout cas on s'y perd, que ça manque de clarté sur telle chose. L'idée c'est, je fais une critique comme si ce que je dis, après les gens ils prennent pas, mais ça pouvait aider à préciser quelque chose, quoi. Exactement. J'ai lu aussi une autre phrase qui m'a amusée. Donc tu es quand même à la base journaliste culturel. Et j'ai lu quelque part, je suis un mauvais journaliste et j'adore ça. Mais c'est quoi être un mauvais journaliste et pourquoi tu adores ça? Ça dépend qui demande. Non, je pense qu'aux yeux de beaucoup de gens de la profession, je flirte avec les limites de ce qui est acceptable, dans le sens où on dirait, là comme ça, on dirait que je dis des fake news ou que je lâche des propos haineux ou je sais pas quoi. Non, je pense que déjà il y a toute une frange du métier aujourd'hui qui ne fait pas bien son travail, je trouve. Parce que manque de rigueur sur certains sujets qu'on juge trop politiques ou je sais pas quoi. Enfin, il suffit de regarder le travail de l'association des journalistes LGBT pour se rendre compte que même dans des médias très
traditionnels, très installés, très respectables, en fait, on se retrouve avec des fois des traitements catastrophiques de sujets sur la transphobie, par exemple. Non, là où moi j'estime que je suis un mauvais journaliste, c'est pas tant que je fais pas bien mon travail, c'est que je m'amuse un petit peu plutôt de ce truc de pourquoi en tant que journaliste on s'autorise pas à avoir de l'humour, pourquoi en tant que journaliste on s'autorise pas à être présent sur les réseaux sociaux et avoir des avis aussi sur des choses. En fait, ce que je dis souvent, c'est que plus ça va, moins je me définis comme journaliste, mais plus je définis ce que je fais comme étant du journalisme. Et ça me permet en fait tout simplement de ne pas me résumer à une casquette professionnelle. Et aussi dire que le journalisme, c'est moins un statut, quelque chose à faire valoir en société, qu'une approche et une rigueur sur certains sujets. Et en fait, quand les gens me disent « mais du coup t'es créateur de contenu ou journaliste », je rigole souvent en disant « ça dépend qui paye ». Mais fondamentalement, c'est là la différence du truc, c'est qu'il y a des fois où en fait sur une vidéo TikTok que je fais, en fait je donne mon avis, et je donne mon avis en tant que personne, pas en tant que journaliste. Évidemment, je suis influencé par ma formation de journaliste, mais toutes les vidéos que je fais ne sont pas sourcées comme le sont des enquêtes que je peux vendre à des médias. De même qu'un partenariat avec une structure culturelle, c'est un partenariat, donc je suis en casquette de créateur de contenu, je suis en train de faire de la promotion, c'est rémunéré, c'est signalé, c'est clair. Alors évidemment, dans un monde idéal, déontologiquement, on ne devrait pas mélanger les casquettes tant que ça. Mais en fait, dans une économie comme la nôtre, c'est un peu compliqué, de même que en tant que journaliste chez Mademoiselle, je me suis retrouvé à être aussi compositeur, à être aussi monteur, à être aussi ingé son incompétent, et à devoir en fait gérer des choses qui relevaient pas de ma fiche de poste de base, mais en fait juste parce que c'est ça la réalité aussi du métier de journaliste quand on est jeune, c'est devoir mélanger les casquettes. Et voilà, je m'amuse de ce truc de mauvais journaliste aussi parce que j'aime bien chahuter un petit peu l'approche respectable, l'école de journalisme qui pense qu'on a l'objectivité journalistique, la neutralité, qui sont des choses auxquelles non seulement je ne crois pas, mais qu'en plus sur lesquelles j'ai des sources qui documentent que ça n'existe pas, quoi. Ouais, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, quoi. À toute petite échelle, un tout petit pied. Bien sûr. D'une très grosse fourmilière. Mais je suppose qu'il y en a d'autres aussi qui le font à leur manière, voilà. Est-ce que tu as eu à surmonter un défi dans tout ton parcours de journaliste, de podcasteur, un truc vraiment qui t'a donné du fil à retordre? Je pense qu'il y en a eu pas mal. Je pense qu'un des gros trucs qui m'a vachement forgé, ça a été le moment où il a fallu accepter que même si parfois je trouvais que mon travail était super, même si parfois je trouvais que j'étais très talentueux sur tel ou tel truc, j'avais des espèces d'égo boost sur certains points de ma personnalité ou quoi, parce que on est entouré, je sais pas, d'amis ou même de proches qui disent « ah mais c'est génial ce que tu fais ». Les choses nous tombent rarement dessus. Il faut vraiment être très très privilégié, venir de petits milieux où en fait des gens attendent déjà qu'on réussisse entre guillemets quoi, pour que les choses nous tombent dessus, parce qu'en vérité, même si vous êtes un très bon journaliste, même si vous êtes un très bon musicien, même si vous êtes un très bon artiste ou quoi que ce soit globalement, en fait tout le monde s'en fout. Enfin, il faut venir voir les gens, il faut toquer aux portes, il faut essayer, il faut je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de, comment on appelle ça, du culot, parce que souvent j'assimile ça plus à de l'impolitesse ou le fait d'abuser un peu du temps des gens. Par contre, il faut pas hésiter à demander les choses, donc on demande très poliment. Et en fait, le nombre de mails, le nombre de CV, le nombre de portes closes que j'ai eu, je pense que ça a été des micro-défis. Et puis j'ai aussi bossé, j'ai eu beaucoup de jobs d'été, plus ou moins ingrats. Et je pense que ça, c'est des choses qui m'ont autant formé que mes stages en journalisme. Parce que ça m'a appris déjà une forme d'humilité. Parce que quand j'ai bossé en restauration et que j'étais à Sciences Po, et qu'à Sciences Po Lyon, on me répétait à quel point j'étais l'élite de la nation, et en resto, on me disait « mais tu sais pas tenir une assiette, t'es complètement crétin ou quoi ?» Oui, c'est sûr. La réponse était clairement entre les deux. J'étais ni l'élite, ni un crétin, mais je savais pas tenir une assiette, et je savais faire une rédac de sociaux, et ça m'a pas aidé à mieux comprendre comment tenir une assiette. Donc en fait, il y a des trucs comme ça où tout d'un coup, en fait, on prend du recul, on regarde que le monde est vaste et que peut-être on représente pas tant que ça. Et justement là, en ce moment, Mathis, tu as dû remarquer, mais moi j'ai vu ton nom plusieurs fois la citer récemment. Comment tu le vis? Tu en retiens une certaine fierté? Ça t'étonne? Comment tu vis ça? Que ton travail, en tout cas, que tu mènes quand même depuis un certain moment, que ton travail là, il commence à être visible. Et on va parler d'un autre détail après. Ouais, je suis déjà très reconnaissant, évidemment. Déjà, j'ai une bonne mémoire de qui était là au début et de qui tourne sa veste. Je pense que j'ai pas assez de notoriété pour voir des gens vraiment opportunistes se pointer, mais je me souviens déjà à l'époque, quand j'avais réussi à signer une piche chez Télérama, beaucoup de gens étaient arrivés dans mes messages privés en disant « ah, mais tu peux me filer le contact, etc. » Et je répondais aux gens google.com, parce que c'est vraiment ce qui s'était passé. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un oncle qui bosse chez Télérama, et j'ai pas...
un ami de mes parents, je sais pas quoi. Donc j'ai vraiment juste écrit un mail en proposant mon sujet a plu, je l'ai envoyé. J'ai envoyé d'autres sujets depuis qui ont été refusés. Et en fait, c'est le jeu, c'est la pige. Tout est un peu comme ça. C'est-à-dire que je vois ce que je fais comme du travail. Je mets de l'ego dans le sens où j'ai envie que les choses fonctionnent, etc. Mais je suis pas en train de me dire je réussis parce que je suis vraiment super. Je suis en mode non, ça marche parce que j'ai travaillé sur tel truc. Puis il y a des fois des trucs qui nous échappent, ça marche, on sait pas trop pourquoi. Voilà. Et puis il y a d'autres fois où ça marche pas, ça arrive aussi. Oui. Du coup, je crois que je suis, après quelques années à Paris, après quelques années en tant que journaliste, je suis très peu impressionnable dans le sens où je valorise pas le fait d'être connu, je valorise pas. C'est pas des gens très différents et c'est pas des gens nécessairement plus intelligents ou plus compétents ou quoi. Par contre, c'est vrai que ça offre une forme de pouvoir, une forme de statut, et moi je vois ça comme une forme de responsabilité qui, honnêtement, en ce moment me questionne beaucoup. C'est pour ça que je recalibre un peu tous les épisodes de Dramatis que j'avais prévus cette saison en fonction un peu de l'urgence fasciste et de l'urgence néolibérale. C'est-à-dire comment on fait face, là, aujourd'hui, aux politiques d'austérité dans la culture, comment on fait face à cette bataille culturelle et tout. C'est là, en tout cas, que ça a eu un écho avec tout ce dont tu as parlé récemment. Ouais. Mais justement, tu es quand même assez jeune. Et ça veut pas dire que les jeunes n'ont pas de conscience politique, pas du tout. Mais en tout cas, tu aurais pu ne pas teinter ton travail ou ton podcast de toute cette conscience politique. Or, pour moi en tout cas, tu es quand même quelqu'un d'engagé. Tu n'hésites pas à dire les choses, à protester, je ne sais pas si c'est protester, mais en tout cas à poser les questions, à t'engager. D'où ça te vient, ça ? J'ai pas grandi avec une grosse culture politique. On parle souvent de capital culturel, de capital économique, mais il y a aussi des sociologues qui ont documenté des trucs où on parle de capital militant. Et typiquement des gens qui viennent de familles de gros communistes, etc., qui étaient sur les piquets de grève les dimanches ou les samedis. Moi, c'est pas du tout été mon cas, donc c'est venu plus tardivement. Je pense que le fait d'être un homme bisexuel fait que j'ai pas regardé les choses de la même façon déjà, de toute façon. Je veux pas faire le refrain de nos existences sont politiques, mais bon, il y a des moments où la politique se rappelle un petit peu à nous, quoi, parce que en fait, il y a des partis qui historiquement ont voté contre mes droits et votent contre les droits d'autres de mes amis qui sont encore moins privilégiés. Donc forcément, ça, c'est des choses qui poussent à prendre position. Et puis moi, j'ai commencé mes études aussi avec beaucoup de sociologie, et puis Sciences Po Lyon, pareil, il y avait quand même beaucoup d'engagement politique. Je pense que par contre, plus je suis renseigné, plus je grandis, plus je me radicalise, en me rendant compte qu'en fait, il y a des sujets sur lesquels le compromis n'est pas toujours... je crois de moins en moins à ce sophisme du juste milieu. Je pense qu'il y a des sujets dans lesquels c'est le cas, il y a du compromis à faire, et puis il y en a d'autres où en fait, être radical, ça ne veut pas dire être absurde ou être borné, ça veut juste dire être jusqu'au boutiste aussi des fois. Et il y a des sujets où moi je suis extrêmement pour l'égalité, donc si ça me définit comme un allié radical du féminisme, pas de souci, moi ça me va très bien. Et puis du coup sur ce que je crée en termes de contenu, ça a toujours été indissociable pour moi. Je pense que on fait un travail qui de toute façon est toujours un minimum engagé. Parler de la culture, c'est déjà engagé en soi. La question c'est est-ce qu'on le fait de manière ouverte, consciente. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui défendent en fait des œuvres et qui oublient trop bien de défendre en fait la structure grâce auquel elles sont possibles. C'était un truc que j'avais vachement déploré après le Festival d'Avignon de l'année dernière, où j'ai un peu râlé en story avec mes 4 abonnés en disant pourquoi on est là en train de défendre nos spectacles alors qu'on devrait défendre nos métiers en fait. Parce que en fait alors c'est de mieux en mieux, mais il n'y avait pas beaucoup d'artistes syndiqués, il n'y avait pas beaucoup d'artistes dans les cortèges, dans les manifs, il n'y avait pas beaucoup de vraies prises de parole autour des spectacles, il n'y avait pas beaucoup de pétitions qui tournaient, mais je me disais mais c'est quoi l'enjeu? Du coup on remplit la salle encore un an et après l'intermittence est supprimée et on se dit c'est dommage, c'était bien. Et du coup j'ai un peu cette même urgence par rapport à mon taf de journaliste où en fait on est sur la sellette aussi en fait. C'est de plus en plus difficile de bosser pour un média qui n'est pas détenu par un connard qui donne de l'argent à Trump. C'est de plus en plus difficile de bosser pour un service public qui nous rémunère correctement, parce que peut-être ce sera plus difficile de bosser pour un service public tout court bientôt. Donc c'est des choses qui animent, je pense, d'une forme d'urgence que je fais, parce que je pense qu'il y a urgence. Et contrairement à beaucoup de gens, je pense que, et c'est peut-être là où c'est une chance d'être jeune, c'est que je suis pas du tout défaitiste. Je suis pas du tout dans un espèce de cynisme ou quoi. Je vois plein de choses négatives. Il y a des moments où c'est trop, où je suis englouti par ça. J'ai la chance d'être dans une vie personnelle très stable, etc., très bien rythmée, etc., par le sport, par mes relations, etc. Mais ça m'empêche pas derrière d'essayer de réfléchir constamment à des solutions. Je me dis en fait, il s'agit pas juste de sidérer les gens, mais en fait,
on a l'impression, il y a cette espèce de narratif de marche de l'histoire de voilà 2027, Marine Le Pen va gagner et genre ça va être l'extrême droite et en fait le théâtre va disparaître et on va tous être malheureux et il va falloir se tirer une balle ou devenir résistant. Je crois qu'il y a des étapes avant ça et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour être un caillou dans la chaussure et déjà limiter la casse au maximum. Et puis en fait il peut y avoir des grands virages. En fait on a aussi des mouvements de gauche qui ont rarement été aussi engagés sur certains sujets, qu'on retrouve aussi. On voit un essor des gens qui sont en train de se syndiquer, qui prennent conscience en fait d'avoir des droits auxquels des gens s'attaquent. Et tout ça, moi, ça me donne beaucoup d'espoir et ça me nourrit. Et je retrouve vraiment une forme de joie dans cette forme de militantisme-là, même si évidemment je trouve toujours que j'en fais pas assez, je trouve que je devrais être plus souvent dans les manifs. Et que j'y arrive pas parce que j'arrive pas à caler ça dans mes journées parce que j'arrive pas à trouver le temps et en même temps je me dis est-ce qu'il faudrait que je prenne le temps mais en même temps est-ce que ça sert à quelque chose. C'est sans fin. Mais dans ce que je crée dans les contenus en tout cas j'essaye au maximum d'ouvrir cette porte là. Voilà, à ton niveau en tout cas tu contribues à cette lutte là. Parce que nous dans le milieu culturel effectivement il va falloir qu'on lutte. Clairement. Voilà. Eh bien écoute Mathis, moi je pourrais t'écouter encore parler comme ça pendant assez longtemps. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps. C'est un grand plaisir. Je pense que tu iras loin. Je te souhaite d'aller très loin. Merci et beaucoup. Que tout ton côté comme ça enthousiaste, positif, tu vois, et intelligent et cohérent, je pense que ça fait beaucoup de bien. Et voilà, je te souhaite d'aller hyper loin. Ça adorable, merci beaucoup. Écoute, c'est sur ces superbes paroles de conclusion que nous allons conclure dans ce petit café dans les nuages qui j'espère n'a pas été trop bruyant dans l'enregistrement. Je pense pas, c'était calme, à peu près. Puis ça... Un petit bruit de carte bleue par-ci par-là et voilà quoi. Oui, voilà, on s'en sortira très bien. Merci beaucoup Mathis, à Merci, bientôt. Salut. Et voilà, Mathis et moi, on a remballé les micros, rangé nos tasses, échangé quelques derniers mots avant de prendre des chemins opposés dans ce quartier latin. Et pourtant, dans nos sensibilités artistiques et politiques, pas si opposées que ça du tout. Je vous invite à aller faire un tour sur son compte Instagram si vous aimez le théâtre, le spectacle vivant et la culture engagée en général. Et aussi, je vous invite à aller faire un tour sur le site dédié au podcast pour prolonger vos écoutes. Vous y trouverez des infos inédites. Le lien est dans la description. Voilà, il est temps de refermer cette rubrique. On referme la porte des coulisses et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.